au grand complet. Tout le monde est de retour, surtout GPP, Saïté, bonsoir. Bonsoir FSP, bonsoir à toutes et à tous. Énorme plaisir de signer mon retour dans cette belle ambiance, cette belle fête du sport sur le continent. Théophile Aza, bonsoir. Bonsoir Félix Henri Pépéripé, bonsoir amis sportifs de One TV et bon retour à vous, Jean GPP. Merci. Pour ce retour, enfin, nouvelle saison qui a démarré. Merci infiniment. Et mesdames et messieurs, bonsoir. J'ai une surprise pour vous. J'ai comme invité une icône de la presse sportive africaine, un éminent confrère, ancien patron de la télévision guinéenne. Le sport. C'est bien ça, hein? Ancien patron du service des sports de l'Office de télévision guinéenne, ancien officier média de la CAF, Confédération africaine de football, ancien vice-président de l'AIPS, Association internationale de la presse sportive, Zone Afrique, c'est Diallo Amadou Dioudé que je vous demande d'ovationner. Chers collègues, bonsoir. 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 J'ai aussi invité le directeur technique national de la Fédération togolaise de natation, M. Gaël Gadé-Békou. Et vous saurez pourquoi tout à l'heure. Bonsoir. Bonsoir, M. Félix. Et je suis Félix Sondé, PPRP, FSP, pour les intimes présentateurs de cette émission Échauffement qui fait le décryptage de l'actualité continentale et internationale. Et sur le continent, ce sont les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN qui ont occupé l'actualité sportive. Vous aurez tout sur ces 2 journées. Et nous vous renseignerons également sur les dates des élections du président et des membres de la Confédération africaine de la CAF. Lomé, la capitale togolaise, accueille depuis ce jeudi le tournoi de l'UFOA Zone B. Et puis Accra, la capitale ghanéenne, elle vient d'abriter le tournoi de natation junior, senior et masters. Plusieurs autres informations sont au programme, sans oublier nos traditionnelles rubriques coup de cœur, coup de gueule, arrêt sur image, et puis nos correspondants également seront en direct dans cette émission. Échauffement, c'est parti. Les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2025 s'étalent, vous le savez, du mercredi 9 au 15 octobre prochain. Fortunes diverses pour les différentes nations pour le compte de la 4e journée. En tout cas, gens qui pleurent, gens qui rient, à l'image des éperviers et des départs qui ont énormément déçu leurs supporters. Images et sons GPP, Gilles Chris, Haïti. 3e et 4e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025, les éperviers du Togo et les guépards du Bénin au visage différent. La double confrontation des éperviers a viré au cauchemar. Le jeudi 10 octobre à Annaba, les éperviers ont lourdement chuté sur la marque de 5-1 avec notamment un doublé du Lyonnais Saïd Benrama après avoir ouvert la marque. L'exercice du côté de Kégué, le lundi 14 octobre, a livré un verdict identique avec une note moins salée, 0-1. Les chances de qualif du Togo pour Maroc 2025 s'amenuisent dangereusement, même si le sélectionneur Nidombe Daré y croit toujours. Les guépards du Bénin, quant à eux, avaient pour adversaire, dans le cas de la double confrontation, les Amavumbi du Rwanda. Le premier acte de cette double confrontation a tourné à l'avantage des poulains de Gernot Aurore le vendredi 11 octobre 2024, 3-0 du côté du stade Félix Houphouët-Boigny à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Les Rwandais vont prendre leur revanche à Kigali, 2-1. 4 jours plus tard. En attendant, l'épilogue du feuilleton Libye-Nigeria, le Bénin est 2e avec 6 points à 1 unité de longueur du leader le Nigeria. Les chances des guépards du Bénin restent encore intactes avant d'affronter pour les 2 dernières journées le Nigeria, puis la Libye. Et voilà, vous avez tous suivi le match, GPP.
On attendait quand même sur ce d'orgueil des éperviers. Ce fut le contraire au niveau des départs où on était sûr d'une victoire. Et ce fut également la déculottée. Absolument, on va dire que sur cette quatrième journée, exactement, les deux sélections nationales ont répondu valablement à ce critère qui dit que la plupart du temps, ce sont des destins siamois qu'on a en face. On a cette formation des Fennecs d'Alger qui était plusieurs crans au-dessus de la formation des éperviers du Togo qui n'a pas pu répondre, n'en déplaise à qui que ce soit. Le niveau était supérieur à celui des éperviers. Ils ont eu quand même quelques tentatives dans cette rencontre. Ils n'ont pas pu bénéficier de ce réalisme clinique qui leur aurait permis peut-être de faire sortir ce jeu qu'on connaît à cette formation algérienne qui également est venue faire service minimum quand vous regardez la physionomie de cette rencontre. Les Guépards, par contre, ils avaient pratiquement la qualif au bout de leur godasse, mais lors des 45 dernières minutes, je pense qu'ils ne sont jamais revenus des vestiaires. Ils ont joué au petit trop, ils ont trop joué à la suffisance, ils ont voulu conserver un score qui finalement a tourné au vinaigre. Des choix également du sélectionneur Gernot Rohr qui sont très discutables quand vous faites rentrer un joueur sans compétition, sans temps de jeu valablement, qui n'arrive pas à répondre à l'exigence physique en face. Forcément, ça laisse des boulevards derrière, des boulevards que ces Amavumbi du Rwanda ont su exploiter de fort belle manière, poussés par le 12e homme qui était présent. Et donc, c'était pratiquement invivable, sans compter le paramètre en termes d'atmosphère derrière et plusieurs éléments qui font quand même que le Bénin n'est pas totalement sorti, tout comme le Togo, même si du côté du Togo, il va falloir franchement sortir le grand jeu. Et là, ça va se jouer véritablement, pratiquement au signe du miracle. Sinon, du côté des Béninois, ils ont toujours leur destin en main et ils peuvent vaillamment faire valoir justement leur chance et se qualifier, pourquoi pas, pour cette CAN après l'absence sur 2 éditions d'affilée de cette compétition. Donc, Laza, vous êtes de son avis? Écoutez, il a fait une littérature dithyrambique pour se justifier quand il parle des éperviers du Togo. Je pense que sur ce plateau, même sur ces antennes, nous avons fait le diagnostic. Le diagnostic selon lequel, lorsque vous êtes sélectionneur et que vous partez pour une campagne africaine sur des auspices, je dirais, moyennes, qui, ma foi, n'est pas digne du nom d'un sélectionneur, avec une sélection faite par tâtonnement, et qu'on ne retrouve pas les valeurs qui peuvent véritablement, n'est-ce pas, rivaliser avec ces équipes-là. Je crois que Darren Imombe a montré ses limites dans ses campagnes. Mais il vient de commencer. S'il vous plaît, il vient de commencer. Lorsque vous entamez une campagne et si vous devez évoluer, si vous devez bien faire des résultats, on le sait. Déjà, les premiers pas que vous posez lors de la première journée, deuxième journée, ont montré à suffisance que vous n'avez pas les capacités, vous n'avez pas les coudées franches pour, n'est-ce pas, conduire les éperviers du Togo à une qualification d'une Coupe d'Afrique des Nations. Je l'ai dit sur ce plateau lors de la première journée, deuxième journée, troisième journée, j'ai prévenu également sur ce plateau que ça sera compliqué, conséquence, défaite à l'extérieur, défaite à domicile. Mais vous l'Algérie quand même. Écoutez, le discours n'était pas... Vous attendiez à quoi? Le discours n'était pas ce que vous tenez, mon vis-à-vis parlait tout à l'heure. Oh, je pensais qu'il allait changer de paradigme de son retour sur ce plateau, mais triste est mon constat qu'il continue toujours dans cette léthargie qui ne dit pas son. Je suis désolé de parler comme ça. Le discours était que les éperviers peuvent battre, n'est-ce pas, les Fennecs d'Algérie. C'est possible, non? On les a vus quand même. Oui, je suis d'accord. Il a fallu un pénalty pour que l'Algérie change. Le pénalty est un fait de jeu, ça fait partie du football. Lorsque vous ne pratiquez pas, vous ne respectez pas les règles qui régissent le football, vous êtes puni tout de suite. Je crois que c'est de ça il est question. Et ça, je l'ai dit ici, lors du match retour, enfin du match aller, je l'ai dit que ça va être compliqué. Conséquence, 5 buts, s'il vous plaît. Le Togo n'a plus jamais encaissé un but comme ça il y a longtemps. Je pense que les statistiques le montrent à suffisance. Et ça, le retour
vous jugez que c'est un penalty. Une victoire, c'est une victoire. Une défaite, c'est une défaite. Et dans ces conditions, il fait croire qu'il veut l'entendre, qu'il peut se qualifier. Et mon vis-à-vis en face me dit, ouais, que voilà, ça va être joué sur des... Non, écoutez. C'est à quoi que vous livrez le sélectionneur à la vindicte populaire. Pas du tout, mais nous sommes en train de faire des analyses objectives. Et ça le prouve. Je l'ai dit, la sélection faite lors de la première journée, deuxième journée, troisième journée, il a fallu la troisième journée qu'il fasse intégrer, n'est-ce pas, des valeurs locales. C'est ça qui va changer quelque chose. Non, je ne dis pas que ça va changer quelque chose, mais cela aurait pu, n'est-ce pas, avoir l'adhésion de tout le monde, en réalité. Parce que... Non, s'il vous plaît. Non, vous avez eu votre temps d'enquête. Permettez-moi de finir. J'ai demandé au propriétaire de la police des débats et ce propriétaire me l'a accordé. Vous voulez être un bon disciple, me laisser opiner sur les incohérences, que vous avez étalées. Je sens votre objectivité souffre d'amnésie à des endroits parce que vous oubliez dans quel état il a récupéré cette sélection togolaise. Premier aspect. On était dans une fin de cycle. Vous avez parlé de faire quoi? Une sélection qui puisse avoir l'adhésion. Dans quel pays vous avez entendu qu'une sélection ait l'adhésion de tout le monde? Donc on appelle tous les copains, les copines de X ou de Y dans l'opinion publique pour faire la sélection. Et ça, vous parlez d'objectivité. Votre objectivité, cette sélection togolaise aurait pu faire le miracle face à cette sélection algérienne. Même si Paulo Duarte était là, ou si vous amenez quoi, Diego Armando Maradona, redescendez sur terre. Vous avez joué le Libéria, vous n'avez pas pu faire un résultat et vous parlez du match des fenêtres qui sont au-dessus de vous, que vous ne pouvez pas. Les équipes qui sont à votre niveau, vous pouvez battre en faisant venir de l'extérieur des joueurs expatriés qui sont censés s'il vous plaît. Quand vous haussez le ton, c'est pour intimider qui? Pas du tout, loin s'en faut, parce que vous avez jugé que l'expertise extérieure peut vous apporter le résultat. Conséquence, vous battez en brèche tout ce qui est fait sur le plan local, le championnat qui est organisé, vous laissez, et vous n'êtes pas capable de battre les Équato Guinéens. Vous prétendez maintenant battre les Fennecs d'Alger, c'est possible, mais avec ce je crois que les Togolais aujourd'hui savent que le rêve d'Aré Libombe, qui est le sélectionneur des éperviers du Togo, ce rêve est impossible. Et je l'avais dit déjà ici, si les auditeurs peuvent bien en témoigner, ou les téléspectateurs, excusez du peu, peuvent en témoigner, que cette campagne est déjà biaisée dès lors où les éperviers sont entrés en compétition. Je crois que les gens ont raison et on verra bien la suite donc de cette campagne. C'est vrai que vous êtes directeur technique national de la Fédération togolaise de natation. Vous avez suivi le match? Vos impressions? Non, j'ai pas vraiment suivi, mais bon, j'ai eu écho des scores, de la fête du score. Et donc, voilà, bon, la sélection de football, je crois qu'il faut revoir tout le système. Et donc, du coup, voilà, et je pense que au niveau des joueurs, tout, ils doivent être conscients de leur ambition, de leur but, rendre fier le peuple togolais. Et donc, voilà, il faut se mettre au travail, c'est tout ce que je peux dire. Et donc, voilà, je pense qu'il faut revoir tout le système, comme je l'ai dit, et puis travailler en amont. Et quel est l'avis de notre invité, Diallo Amadou Dioulde? Écoutez, vous savez, le football, c'est une religion des temps modernes. Quand ça marche, tout le monde est entraîneur. Quand ça ne marche pas, l'entraîneur est la principale victime. C'est normal. Ça, c'est établi. Et en Afrique et partout dans le monde. L'entraîneur est la première victime et aussi le premier héros quand ça marche. Mais je pense que il faut faire attention de ne pas livrer les entraîneurs à la vindicte. C'est-à-dire que le journaliste, son état d'âme ne transparaisse pas dans ses propos parce que quelque part, l'équipe, il est béninois, il est patriote, il est guinéen, il est patriote, il souhaiterait que son équipe gagne. Si ce n'est pas le cas, vouloir faire à la fois le journaliste et le technicien, c'est extrêmement dangereux.
je pense que nous devons avoir un peu de tempérance et puis d'attention par rapport aux entraîneurs et aux équipes. Bon, sur le papier, l'Algérie, c'est quand même l'une des grosses pointures du football africain. C'est-à-dire que son vivier hexagonal, simplement, vaut pratiquement les têtes de série du football togolais. C'est sans conteste. Son vivier hexagonal, simplement. Combien d'Algériens sont pratiquement français, sont d'origine algérienne, comme Zinedine Zidane et tous. Donc là où ils vont puiser, le Togo n'a pas ces réserves-là, le Togo n'a pas ce vivier. C'est juste un point de vue. Même pas que le Togo seul. Même pas que le Togo seul. Ouais. Donc ils bénéficient d'une diaspora qui est extrêmement importante en Europe, surtout en France, qu'ils peuvent utiliser à souhait, sans compter maintenant le vivier local. Ça, si le Togo est battu par l'Algérie, je pense qu'il n'y a pas à soucier. Il n'y a pas assez dans la normalité des choses. Maintenant, si le contraire se produit, qu'on a un match nul, c'est des progrès énormes qu'il faut reconnaître au Togo. Ça, c'est un fait. Il y a aussi le fait que le football, c'est comme la planète. C'est comme la Terre, elle tourne. Là où il fait jour ici actuellement au Togo, il fait nuit quelque part dans le monde. Le football aussi, c'est comme ça. Avec, si vous voulez, cette transhumance générationnelle qui fait que bon, on est bon aujourd'hui. Après, il y a un passage à vide. Demain, cette génération-là n'est pas bonne. On n'est pas parvenu à créer une certaine osmose entre la génération sortante et celle qui entre, pour faire une certaine lubrification qui permette au fur et à mesure de mettre les autres à la retraite. Il y a tout ça. Donc je pense qu'à mon avis, si l'Algérie bat le Togo, c'est normal, c'est juste. Par contre, si le Bénin a battu le Rwanda sur le clavier, avec le curseur, le Togo le Bénin passe avant le Rwanda. Ça, c'est sans conteste. Maintenant, il y a des progrès énormes. Aujourd'hui, le stade, le public et tout ne sont pas des données fondamentales dans le football. Il y a un nivellement de valeur parce que le ballon, il rebondit partout aujourd'hui. Il rebondit partout. La FIFA a injecté beaucoup d'argent dans la formation, de sorte que vous avez des centres de formation partout, donc vous avez des joueurs qui excellent de partout, sans compter la détection qu'on fait au niveau des centres de formation en Europe pour récupérer les binationaux. Ça aussi, ça existe. Mais le Togo, le Bénin est allé perdre au Rwanda. Moi, je pense que le premier problème, il est d'ordre climatique, parce qu'il ne faut pas oublier que quand on quitte le niveau de la mer pour l'altitude, il y a une raréfaction d'oxygène. Le contraire se produit que ceux qui quittent l'altitude pour le niveau de la mer ont les poumons plus oxygénés. C'est un fait climatique, je le disais à Pépéripe, que Titi a failli rendre ses poumons à Addis Abeba. Parce que Titi Camara, au cours d'un match contre l'Éthiopie, il a embrayé sur 100 mètres, il n'a pas fait 20 mètres, il s'est arrêté. Il était essoufflé parce qu'il est en altitude. C'est un fait qu'il faut intégrer lorsque les équipes au niveau de la mer se déplacent en altitude. Moi, je pense aussi que jouer au risque calculé, vous avez encaissé un but, vous avez marqué un but dans la matinalité du métier et vous voulez maintenant le conserver, vous êtes en déplacement, c'est un risque. Il fallait plutôt jouer la carte de l'offensive pour obliger l'adversaire d'abord à se défendre et ensuite à attaquer. Et là, vous êtes sur le même palier. Et je pense que si c'est ce que le Bénin avait utilisé comme tactique, certainement qu'il n'aurait pas perdu à Kigali. Je voudrais rebondir par rapport à la prestation béninoise. Vous savez, déjà lors du match aller, on a vu 3-0. L'équipe est descendue, un peu comme là pour emprunter le mot du douanier. L'équipe rwandaise est descendue vers la côte. Et là, est quand même une équipe qui est en phase de réaction. Cet alibi ne marche pas. S'il vous plaît, ne marche pas, mon très cher. Ça ne marche pas parce que si on prend les statistiques, combien de fois le Bénin a battu ce Rwanda et à Kigali? Pourquoi vous n'avez pas donné cet alibi? Il faut dire simplement que les Béninois n'ont pas joué. Non, je voudrais vous rappeler que... Et mieux, le sélectionneur Guénot également a reconnu que mettre un but,
et vouloir défendre est une erreur. Ah oui. Il a reconnu. C'est ça en fait le risque calculé. En fait, c'est vrai que l'aspect climatique, il est important. Mais après, faut pas dire Bénin a toujours dans joué cette à Kigali, formation a toujours battu le Rwanda. même mieux, au niveau de cette explication, au niveau de la sélection béninoise, il y avait de belles choses. Il y avait une équipe qui à aucun moment savait qu'elle ne pouvait pas faire le jeu parce que athlétiquement, les Rwandais étaient un cran au-dessus. Même du côté de la Côte d'Ivoire déjà, les Rwandais avaient plus le monopole du cuiron que les guépards du Bénin. Donc la réalité, en fait, n'a pas changé. Que ce soit du côté du Félixien ou que ce soit à Kigali, la réalité n'a pas changé. Mais le problème, c'est que à Kigali, parce qu'ayant inscrit le but pratiquement après la première demi-heure de jeu, dans les ultimes moments pratiquement de la fin de la première période, les guépards du Bénin ont commencé par jouer au calculateur. On a voulu garer le bus, d'accord? On a voulu conserver le score pour que derrière, on laisse des boulevards. Et quand ils sont revenus, justement de la mi-temps, parce que c'est là qu'il y a le fait de jeu très important. Vous avez le temps d'analyser quand ils sont vous voulez rebondir, mais votre rebond n'est pas un rebond offensif, c'est un rebond défensif sur lequel vous ne réussissez même pas. Le Bénin est joué comme ça à Kigali, s'explique. Déjà l'autre jeu, j'ai commencé Vous voulez parler du climat? Non, s'il vous plaît. Laissez-le parler. C'est pas fini. Lors du match aller, le Bénin avait déjà montré quelques faiblesses physique. Et ça compte beaucoup dans un match de football. Vous savez, et ça, Guénot, je crois, il a rappelé lors de la conférence de presse. Chose que nous avons également constatée à Kigali, lorsqu'ils ont marqué le but. Je suis d'accord avec vous, la thèse selon laquelle, oui, le Bénin a voulu conserver son seul but qu'il a marqué. Et la meilleure manière de se défendre, c'est d'attaquer. Ce qui n'a pas été le cas. Et je crois qu'il a dénoncé ça, et c'est une très bonne chose. Mais n'oubliez pas l'aspect physique, parce que l'équipe béninoise n'est pas physique. Reconnaissez que l'équipe, la plupart des joueurs n'ont pas de temps de jeu en club. Et ça s'explique. Vous avez dit la plupart. N'allez pas dans du verbiage. La polémique. Non, n'allez pas. Vous avez dit la plupart. Vous parlez d'une sélection nationale béninoise. La plupart n'a pas de place. Rotondi, le buteur à la 42e minute. À part Steve Mounier. Et qui d'autre? Olaïtan qui a un manque de temps de jeu. Comment il s'appelle? Dodo Doku n'a pas de temps de jeu. Dodo Doku a joué combien de fois déjà dans cette saison? Il n'a pas. Vous avez dit qu'il est en manque de temps de jeu. Il n'a pas. Qui a marqué lors de la phase du match aller. Il a émigré, il a signé tout récemment à Coton. Il a joué combien de fois? Pour vous dire que. Non, vous avez cité que quelques exemples. Vous avez dit à part. Vous avez dit la plupart. Oui. Le fait des choses, mettez de l'autre parce que finalement. Je pense que c'est simple. Nous allons interpeller, ou bien tutoyer si vous voulez, les statistiques pour voir ce que ça donne. Si on prend les statistiques, on constate qu'il y a 17 tirs pour le Rwanda, 5 tirs cadrés, soit 6% de possession de balles. Alors, à Kigali. Et pour le Bénin, 5 tirs pour le Bénin, 3 cadrés, 34% de possession de balles. Il faut constater aisément, la différence dans la production du jeu est très remarquable. Mais il faut tenir compte du fait qu'ils sont en déplacement. Et les statistiques pour appuyer les propos de la FSP, les statistiques ne sont pas si différentes que de celles qu'on a connues du côté de la Côte d'Ivoire. Voilà. C'était pratiquement le Bénin au Congo. Je vous comprends. Le travail aujourd'hui. Voilà. Le travail aujourd'hui, je pense qu'il va falloir que les Béninois revoient leur copie en intégrant dans leur mental le BABA du football. C'est ça la réalité. C'est vrai que Théophile Hazan a fait tellement de littérature dithyrambique sur le sélectionneur Guénot Aurore, mais pour ce Rwanda-Bénin, on a constaté qu'on avait mieux à faire. Absolument. Ça c'est clair. Il faut être responsable. Que d'attente, toujours déçu à chaque fois que l'espérance des Béninois est grande et merveilleuse.
à quand l'honneur et la gloire du football béninois. Et c'est le père Jean-Marie Ouezo qui m'a envoyé ce bout de phrase depuis la Côte d'Ivoire. Donc je pense que nous avons un sérieux travail à faire au moment où l'État dépense énormément de milliards pour le football béninois. Il faut que les gens mais le Bénin n'a pas un terrain homologué. Voilà. Le terrain, non, on va parler de ça. Ben voilà, pendant ce temps... La Guinée non plus. Non, c'est ce que je dis. Toutes les équipes qui jouent en déplacement, donc, qui n'ont pas de terrain homologué, je lève le chapeau pour l'entraîneur et les joueurs. Parce que y a un adage de chez nous qui dit c'est-à-dire que le chien, il est sévère devant sa porte, devant sa cour. Ben, quand vous privez votre équipe de ce soutien populaire, dans lequel on retrouve même des membres de votre famille qui vont au stade, c'est psychologique, c'est mental. Après, ne jetez pas l'anathème. Si nos États mettent beaucoup d'argent, on est d'accord, mais c'est plutôt de l'argent gaspillé par rapport à ce qu'on pouvait mobiliser pour rénover un stade afin qu'il soit dans les normes FIFA pour accueillir les matchs à domicile. Ça, c'est un fait. Donc, moi, beaucoup de pays ont joué à l'extérieur tout à l'heure. Ce n'est pas normal par rapport aux enfants. Mais moi, je pense que dépenser des milliards pour venir jouer ici et là, pendant que ces milliards-là peuvent servir à la rénovation du stade, afin que l'équipe bénéficie du soutien de son public et soit donc dans son environnement naturel, si vous ne faites pas ça, s'il n'y a pas de résultat, vous ne pouvez pas vous en prendre à quelqu'un. Il y a plutôt un mérite. Ironie du sort, doyen, vous savez, les statistiques, je suis d'accord totalement avec vous, mais les statistiques plaident mieux pour le Bénin au-delà de ses frontières qu'à Cotonou. Écoutez, je suis d'accord avec vous. La rencontre perdue, c'est appliqué. Non, je le dédouane pas. Vous ne pouvez pas. Mais j'apporte juste les statistiques africaines. Je suis d'accord. On va en venir. Attention, vous ne pouvez pas sur ce fait-là, parce qu'il y a des statistiques favorables au Bénin, dédouaner les gouvernements africains qui sont incapables, je dis bien incapables, de rénover un stade afin de permettre à l'équipe nationale de jouer à domicile. Ça, aucun gouvernement africain, tous les pays dont les équipes jouent à l'extérieur, je ne dis pas, mais que leur gouvernement ne parle pas de souveraineté. On va en parler tout à l'heure. On va parler tout à l'heure, affirmatif. Et quand on prend les résultats, on voit Burundi, Burkina Faso 0-2, Kenya, Cameroun 0-1, Gambie, Madagascar 1-0, Libéria, Guinée équatoriale 1-2, Togo, Algérie 0-1, Zimbabwe, Namibie 3-1, Eswatini, Mozambique 0-3, Lesotho, Gabon 0-2, Malawi, Sénégal 0-1. Avec une réalisation en fin de partie d'un Sadio Mané sur un coup de pied arrêté. Formidable réalisation. Formidable réalisation. Soudan, Ghana 2-0. Soudan du Sud, Ouganda 1-2. Tanzanie, RD, Congo de notre ami Kabulo Mwana. Kabulo 0-2. Tchad, Zambie 0-1. Botswana, Cap-Vert 1-0. Congo, Afrique du Sud 1-1. Guinée-Bissau, Mali 0-0. Mauritanie, Égypte 0-1. Niger, Angola 0-1. Sierra Leone, Côte d'Ivoire 1-0. Le champion en titre, eh bien, s'est fait battre. Comment expliquez-vous cela? Moi, je pense que les éléphants de la Côte d'Ivoire avaient besoin de cela pour descendre un peu de leur nuage, surtout pour le sélectionneur MS Faye. Il fallait qu'il connaisse cette contre-performance pour ramener les curseurs au niveau normal. C'est vrai que l'euphorie de la CAN est passée par là. C'est vrai que la spirale positive a continué sur une bonne lancée. Mais derrière, il fallait connaître ce revers-là pour que, voilà, on redescende, qu'on soit un peu plus humble dans ses observations, dans ses analyses, qu'aussi bien au niveau du sélectionneur qu'au niveau des éléphants de la Côte d'Ivoire, et savoir que rien n'est donné, rien n'est gagné d'office, même quand on est champion d'Afrique en titre. Au contraire, c'est maintenant que la tâche devient encore plus rude. T'es vu, Lazare?
Non, je pense que cette défaite est venue à point nommé. Comme il a dit, je crois les éléphants doivent comprendre maintenant que désormais, Vous êtes d'accord avec lui? il y a un nivellement de valeur au niveau de toutes les équipes. La Sierra Leone, le Bénin a peur de la jouer. à cette dépens. Et voilà également le Soudan qui a battu le Ghana 2-0. Je crois que c'est des leçons à retenir. Pourquoi pas lors de ces 2 journées des éliminatoires. Et la Côte d'Ivoire, cette défaite dont vous parlez autant avec beaucoup d'aisance, il doit descendre, Ernest Faye doit descendre. Si un parcours n'est pas teinté de défaite, je crois que la prise de conscience n'y est pas. Et ça, il a appris et ça va faire tache d'huile lors des prochaines journées pour le compte de cette Coupe d'Afrique des Nations. Amadou Djoulde? Moi, je pense que, on a dit tout à l'heure, il n'y a pas de petite équipe en Afrique aujourd'hui. Non. Il n'y en a pas. Il y a un nivellement des valeurs. Un nivellement des valeurs parce que tout le monde a compris l'importance du football. Le football aujourd'hui, c'est un échiquier sur lequel les nations, les peuples et les États mesurent leur puissance. La guerre, ce n'est plus avec l'arme, la guerre, c'est avec le ballon. Pour montrer la suprématie d'un pays par rapport à tel. Et lorsqu'une activité brasse et embrasse pratiquement toutes vos populations, tout votre peuple, vous devez l'intégrer dans la dynamique de la gouvernance. Sinon, vous n'êtes pas là pour ce peuple-là. Pas du tout. Imaginez quand il y a victoire, ce que c'est comme euphorie jubilatoire. Quand il y a victoire, il y a même des morts. Quand il y a défaite aussi, il y a même des morts. Quand ça arrive, vous devez vous lever pour en faire un instrument. Et je pense que ceux qui ont conduit nos pays à l'indépendance l'avaient tellement compris qu'ils en ont fait des éléments de souveraineté. Les stades ont été construits. Celui du 28 septembre chez moi a été inauguré pratiquement 6 ans après l'accession de notre pays à l'indépendance, en 1964. Donc, ils ont intégré comme élément de souveraineté. Et cela est extrêmement important. Aujourd'hui, vous êtes surpris que la Sierra Leone batte la Côte d'Ivoire. Vous savez, quand on est champion, on arrive, mais la Sierra Leone a joué chez elle. Certainement, et elle a marqué à la 85e minute. Certainement, si la Sierra Leone n'avait pas un terrain homologué, elle avait joué ailleurs, ce n'est pas sûr qu'elle gagnait la Côte d'Ivoire. Mais il y avait le public. Et il y a le nom, la valeur marchande de l'équipe adverse qui est là. C'est le champion d'Afrique. Donc, pour les Sierra Leonais, il faut vraiment montrer qu'on est capable de défier le champion d'Afrique. Ça devient une motivation. Comme vous l'avez dit, je vous rejoins. Personne n'est... en fait, tu ne peux pas dire que tu es l'imam indéfiniment. C'est toi qui dis la prière. On le dit chez nous, il faut quelqu'un d'autre. La Côte d'Ivoire se dit, attention, il y a une alerte. Si c'est la Sierra Leone qui nous bat, ça veut dire que d'autres déconvenus peuvent vous suivre. Donc nous devons redescendre sur terre. Et sur ça, je suis d'accord avec vous. Parce c'est comme si vous égratignez le roi. Il se dit, attention, le prince est là, il attend pour prendre ma place. C'est très bien. Allez, Centrafrique, Maroc 0-4, Comores, Tunisie 1-1, Éthiopie, Guinée, 0, je crois. Comores, Tunisie. Oui, ils ont battu la Tunisie 1-0. La Tunisie également qui se fait battre par les Comores. Par les Comores à Tunis. Alors ça veut dire qu'il y a un problème. Bien sûr. Non, il n'y a pas de problème. Ça rejoint nos commentaires. Ici, il y a un nivellement de base. C'est les Comores qui ont battu les Comores, la Tunisie. Les Comores, c'est quoi? C'est en juin, c'est, comment dirais-je, c'est Mayotte et maintenant français. C'est un ensemble de 4 îles pratiquement. Bon, ça là, ça ne fait même pas 1 million d'habitants. Pour montrer que le football, ce n'est pas la densité démographique, mais c'est la vigueur des populations. La vigueur des populations. Un pays de moins d'1 million d'habitants vient trouver 11 joueurs qui viennent battre la Tunisie à Tunis. Ça veut dire qu'il y a progrès au football africain. Voilà. Éthiopie, Guinée, 0-3, félicitations. Oui, parce qu'on était au creux de la vague. On avait 0 point. Donc, on est venu contre l'Éthiopie. Vous savez, une équipe... Hors de vos zones en plus. Voilà. Mais une équipe, c'est fondamentalement, à mon avis, 2 choses. Un grand gardien et un grand attaquant. Voilà. Et nous avions un grand attaquant qui est Serhou Guirassy.
Parce que le grand attaquant, dans des circonstances particulières, au moment où l'équipe même est au creux de la vague, il peut surprendre. C'est ce qui est arrivé à Guirassy. Ouais. Donc nous avions un seul Guirassy au mieux de sa forme. On a reconstruit l'encadrement technique en ramenant Michel Dussière qui est pratiquement guinéen de par la mentalité et le résultat il est là. Voilà. Sa thérapie marche Sa thérapie marche chez vous. Sa thérapie marche chez nous. Voilà. Vous savez, Michel Dussière c'était l'environnement du quartier où il venait manger dans le quartier avec il parlait même la langue du littoral, la langue soussou et tout. Il est guinéen de par la mentalité. Et donc il y a une sorte de complicité positive avec les joueurs. Parce qu'il intègre de façon psychologique la dynamique nationale. Il a créé une sorte de belle alchimie. Voilà, c'est ça. Mais on a ça au Guirassy. Voilà. On a d'autres joueurs que les autres n'avaient pas appelés. Là, et qui ont été appelés et qui ont montré qu'ils avaient leur place en équipe nationale. Maintenant, on a 6 points. Mais ce n'est pas fini. Absolument. Mais c'est un très bon départ. On vous souhaite bonne chance. Hein? Vous savez, la Fédération guinéenne de football a initié une chose. Sur chaque match, on trouve un ambassadeur. Ah, d'accord. Et sur ce match-là, c'était Titi Camara. Ah, d'accord. Voilà, Titi Camara, bon, on l'appelle chez nous le patrimoine national. Il était là, c'est lui qui était l'ambassadeur de l'équipe. D'accord. Et vous voyez donc les joueurs, quand ils se retrouvent en face de Titi, quand ils parlent, ils l'écoutent. Parce qu'ils savent que, je ne sais pas s'ils feront mieux que lui demain, mais pour le moment, sa gloire par rapport à eux, c'est un symbole. Voilà. C'est un symbole. Absolument. Donc la Fédération guinéenne de football a initié, la première fois c'était le président du AFIA, KPC, la deuxième fois c'était le président du ORA, Antonio Soare, cette troisième fois c'est Titi Camara, ambassadeur. Voilà. Je l'ai vu se lever, applaudir quand Guirassy a marqué. Après le match, je lui ai dit, donc tu te retrouves dans cette situation, tu te dis, bon, face aujourd'hui, toi, tu es là, il est en costume, mais il est tout heureux. Voilà. Mais le choix, ça c'est une bonne chose, parce qu'un joueur comme celui-là, il vient dans les vestiaires, il vient au réchauffement, il est avec les joueurs, il y a des petits secrets qu'il peut donner, mais psychologiquement et mentalement, ils se disent, non, on a quand même un grand joueur ici, et c'est notre grand frère, nous nous devons la victoire. Voilà. Et c'est fait. Et certains pays également le font, c'est-à-dire qu'ils font appel à un ou deux anciens footballeurs. C'est toujours bien de le faire et je pense que l'exemple est à prendre au sérieux. Ça fait désormais école au niveau de plusieurs nations africaines. Je pense que c'est de bonne facture. C'est comme le disait tout à l'heure le doyen, c'est quand vous avez un symbole en face de vous qui vous parle de l'importance de porter cette tunique, quand vous savez le parcours qu'il a réussi à étaler en étant au même poste que vous, forcément vous êtes obnubilé. Vous avez un Zinedine Zidane qui va dans les vestiaires de la formation tricolore, ce n'est pas le même discours que fut-il même un chef de l'État. Ça n'a pas le même impact, ça n'a pas la même pesanteur. Un Didier Drogba derrière la sélection nationale, c'est tout un symbole. Donc forcément, c'est les gens qui l'ont déjà adulé, qui ont rêvé. Leur sang est fait du même limon. Absolument. Et donc derrière, je pense que c'est galvanisateur. Cela doit faire école. Et inciter les autres pays. Il faut le faire, c'est important. Et Libye, Nigeria, reporté, Théophile Hazard, malheureusement. Oui, malheureusement, parce que le match n'a pas eu lieu pour que le Bénin soit situé réellement. C'est vrai, même si provisoirement il est situé deuxième avec un point du Nigeria et du Rwanda. Je crois que cet incident ne devrait quand même pas avoir lieu parce que désormais les dirigeants africains, les États africains ont compris et travaillent désormais à faire rayonner le football africain. Mais malheureusement, il y a certains facteurs qui viennent entraver cette dynamique-là où les Libyens ont pratiquement pendant 15 heures de temps à en croire les informations, 15 heures de temps fait retarder bien évidemment les Super Eagles du Nigeria à l'aéroport, fermer la connexion, fait ci, fait cela pour les mettre dans des conditions vraiment exécrables. Je crois que la CAF a pris cette fois-ci cette disposition. Oui, la CAF a pris cette fois-ci cette disposition. On verra bien si une sanction sera prononcée par ce parce qu'on a vu demain Sierra Leone. Sierra Leone, Bénin. On a vu, on verra bien. Avec cette confédération africaine de football, on verra bien ce que ça va donner. On verra bien. On attend la décision. On verra bien. Et ça part d'ailleurs. Oui, moi je pense que sur cette situation, toute l'Afrique attend. Le Nigeria a créé l'incident et donc désormais cette décision fera jurisprudence parce que
c'est le non-Nigeria qui amène la CAF à prendre du temps. Si c'était une petite nation, croyez-moi, il faut qu'on soit honnête et qu'on dise la vérité à cette CAF. Si c'était une petite nation, c'était une nation comme le Bénin ou une autre nation qui rentrait comme ça, elle aurait perdu sur tapis vert. Osons nous dire les vérités. Après, on ne va pas cajoler également les Nigériens qui eux-mêmes ont habitué les adversaires à des conditions pas très orthodoxes. On sait comment ils envoient les gens à Kano, on sait dans quelles conditions parfois les gens sont logés dans les hôtels, mais ils se sont plaints. Mais à aucun moment, la CAF n'a eu ce comportement. Parce que malheureusement, même derrière, sont allés disputer ces rencontres et n'ont pas eu la présence d'esprit de refuser parce que les conditions ne les agréaient pas. Et là, parce que la Sierra Leone et le Bénin ont joué le match à Conakry, finalement. Et combien de jours après? Mais là, on attend. Est-ce que les fenêtres FIFA permettent à la CAF d'ingérer une rencontre pareille? Parce que le timing, il est vraiment serré. Parce que en octobre, vous aurez les 5e et 6e journées. En novembre. En novembre, vous aurez les 5e et 6e journées. Donc, le timing, il est vraiment réduit. On attend quand même la CAF. On attend de voir comment elle va se sortir de ce beau drap. Eh bien, c'est leur job qu'ils le fassent. Et je pense que cette décision fera forcément jurisprudence pour les autres fois. Mais je trouve que c'est triste qu'on en arrive à assister encore à de telles pratiques. Parce que le football n'a pas besoin de cela. Le football, c'est un jeu. Au-delà de toutes les implications qu'il y a derrière, le football, c'est pour donner du plaisir à plusieurs personnes. Nous, on aime voir le beau jeu. On aime voir de belles rencontres. Mais on n'est pas au football pour voir de tels agissements, et encore que ce sont de grandes nations et que des États jouent à des mascarades de ce type. Je pense que c'est de nature à jeter l'opprobre sur le continent. Il faut que ça change. Hein? Oui. Il y a certains pays qui pensent que... Moi, je pense quand même que 15 heures d'attente dans un aéroport pour une équipe de football, c'est trop beaucoup. Mais il faut tenir compte de la situation politique de la Libye. Il faut en tenir compte, c'est un aspect. Peut-être dans un pays qui se retrouve dans une normalité souverainiste, on n'en serait pas là. Il faut délocaliser alors les matchs. Je ne suis pas d'accord, je ne suis pas du tout d'accord avec le doyen. La situation politique de la Libye était connue. Et on a tenu compte de tout ça avant de fixer le calendrier. Je pense que la CAF a prématurément autorisé les matchs en Libye. On devrait continuer à amener les Libyens à recevoir leurs matchs en Tunisie ou ailleurs comme ils le font. Mais je pense que la Libye elle-même n'a pas été honnête. Parce que si cela dépendait... Le président de la fédération a démissionné. Oui, si cela dépendait en fait de la Libye. Si cela dépendait de conditions politiques, la franchise aurait voulu que les Libyens disent que nous ne sommes pas à même, vu les conditions politiques, de disputer cette rencontre. Donc, nous n'avons pas les capacités de vous offrir les conditions idoines pour vous permettre de... Je dis. Absolument. La CAF va envoyer une inspection en Libye pour voir si toutes les conditions d'accueil sont remplies. Le déroulement des matchs de football sont remplis. C'est ça la question. C'est cette CAF pour il fallait mener l'inspection pour savoir si oui, maintenant, parce que la Libye, c'est pratiquement 2 républiques dans un pays. Il ne faut pas qu'on se le cache. Politiquement, c'est ça le fait. C'est ça. Bon, maintenant, est-ce que compte tenu de tous ces aspects, de tous ces paramètres politiques et tout, de tous ces ingrédients, est-ce que la Libye est un pays capable d'accueillir un match de football? Voilà. C'était à la CAF de faire une inspection rigoureuse avant de prendre la décision de faire jouer les matchs de la Libye à domicile. Voilà. On verra bien. Vous en pensez que la CAF a envoyé des mais oui, bien sûr. Quel a été le rapport? Quel a été le rapport? Ça prouve à suffisance encore que cette CAF, franchement, n'a pas sa raison d'être aujourd'hui. Mais il y a les élections bientôt. Oui, mais parce que ça patience. Il y a les élections. Dans quelques... C'est pas possible. Conclusion par rapport, parce que l'incident est créé. Oui. Quelle va être la réponse de la CAF? On verra bien. Voilà. Mais il y a déjà quelques
équipes qui ont composté leur ticket pour le Maroc. Le Maroc d'abord, le Burkina Faso, l'Algérie, le Cameroun, le Sénégal, l'Égypte, la RD Congo et puis l'Angola. C'est bon, hein? Le Bénin a raté, a compliqué la situation. A retardé. Je ne dirais même pas retardé. J'ai comme l'impression que on ne sait pas ce qui va se passer. J'ai comme l'impression que les Béninois n'aiment pas se qualifier dans la paix. Donc ils aiment toujours se qualifier des calculs d'épicier dans des conditions totalement imprenables où il doit avoir des antalgiques à côté pour pouvoir suivre les rencontres. Eh bien, on attend 2 journées et ça va être... Non, c'est le cœur du patriote. L'équipe béninoise est une équipe jeune qui aujourd'hui a une reconstruction. Je suis subjugué, c'est le cœur du patriote béninois qui parle. Non, s'il vous plaît. Je suis en train de faire une analyse technique parce que vous n'avez pas reconnu ça du côté du Togo tout à l'heure. Non, mais je l'avais dit. C'est en construction. Non, une équipe qui a besoin d'être reconstruite. L'équipe des éperviers. Mais bien, je parle des éperviers justement. Non, vous êtes indulgent côté béninois, mais vous n'êtes pas indulgent avec les Togolais. Non, on a fait venir un sélectionneur. Votre objectivité en dit long. Dans la continuité. Qu'est-ce que vous dites? C'est continuité. Non, mais c'est du bashing contre le sélectionneur. Vous faites du bashing contre le sélectionneur togolais. Allez, messieurs, on va poursuivre cette émission après, bien sûr, le jingle. Je parlais donc des élections à la CAF tout à l'heure, et justement, Théophile en a fait cas. Il y aura les élections bientôt. Nous allons suivre l'Assemblée générale à Addis Abeba le 22. Donc après, il y aura les élections GPP pour plus de précision. Les élections à la présidence de la Confédération africaine de football et des membres du comité exécutif de la CAF sont lancées. Le bureau exécutif de la Confédération africaine de football CAF a décidé de fixer la date des élections de la CAF au 12 mars 2025. Après plusieurs consultations concernant la date et le lieu de la 14e Assemblée générale extraordinaire. Ces élections porteront sur les postes suivants. Président de la Confédération africaine de football, membre du bureau exécutif de la Confédération africaine de football, membre africain du bureau exécutif de la FIFA. Les élections se tiendront officiellement en Égypte le 12 mars 2025 à 10h heure du Caire à l'hôtel Marriott Mena House. Ces élections viseront à voter pour les postes qui ont été occupés par les membres pendant la période de 2021 à 2025 lors de la 43e Assemblée générale ordinaire et élective de la CAF qui s'est tenue à Rabat au Maroc le 12 mars 2021. Il convient de noter que l'article 22 paragraphe 8 A, B et D du règlement intérieur de la CAF stipule ce qui suit concernant les élections. La durée du mandat du président et des membres du bureau exécutif est de 4 ans, débutant à la fin de l'Assemblée générale, lors de laquelle ils ont été élus. Les membres du bureau exécutif ne peuvent pas être élus plus de 3 mandats, qu'ils soient consécutifs ou non, tout en tenant compte que cette modification des règlements est entrée en vigueur à partir du 13 juillet 2023 lors de la réunion de l'Assemblée générale en Côte d'Ivoire l'année dernière. De plus, les mandats précédents ne sont pas pris en compte. Le responsable de la CAF a déclaré qu'à la suite de la décision de l'Assemblée générale extraordinaire, la CAF procédera à des élections pour pouvoir les postes des membres dont le mandat arrive à échéance, à savoir président de la CAF, membre du bureau exécutif de la CAF dont le mandat prendra fin bientôt, représentant de la CAF au conseil de la FIFA. Le bureau exécutif de la CAF a également décidé d'ouvrir le dépôt des candidatures pour ces postes avec comme date limite le mardi 12 novembre 2024 conformément aux dispositions de l'article 18, paragraphes 4 et 6 du règlement intérieur de la CAF. Des sources au sein de la CAF ont révélé que les modifications proposées au règlement intérieur de la CAF, qui seront présentées lors de la 46e Assemblée générale ordinaire prévue à Addis Abeba en Éthiopie le mardi 22 octobre 2024, constitueront un critère pour déterminer l'éligibilité des candidats et leur participation aux élections du 12 mars 2025. Il y aurait une décision de modification du règlement, notamment concernant l'article 18, paragraphe 9, qui concerne les limites d'âge des candidats au moment des élections. Cela est particulièrement pertinent pour des candidats notamment
notables comme l'Égyptien Hani Abourida, qui a atteint 71 ans en août dernier et selon le règlement ne peut pas se présenter à ces élections. Des modifications seront également apportées aux critères linguistiques pour les candidats africains au bureau exécutif de la FIFA et les élections seront ouvertes sans restriction géographique basée sur la langue. Voici les noms des responsables dont le mandat prendra fin et pour lesquels des élections auront lieu lors de la CAF au Caire le 12 mars 2025. Patrice Motsepe, président de la CAF. Les membres du bureau exécutif de la CAF. Le Tunisien Wadi Jari, le Libérien Mustafa Raji, le Nigérien Djibril Hamidou, le Camerounais Mamadou Seydou, le Djiboutien Souleymane Aubry, le Séchellois Alvis Raja, le Botswanais Maclean et la représentante des Comores Kinzet Ibrahim. Les membres africains sortant du bureau exécutif de la FIFA, le Béninois Mathurin Deschakus et le Malien Mamoudou Touré pour les francophones, le Nigérian Amadou Pinik pour les anglophones, le Marocain Fouzi Lekdja et l'Égyptien Hani Abdourida pour les arabophones, hispanophones et lusophones, la Sierra Léonaise Aïcha Johansen pour le siège réservé aux femmes. Je précise que ce sont des images d'archives parce que vous avez vu des visages qui ne sont plus à la Confédération africaine de football. On poursuit cette émission avec le Togo qui accueille depuis ce jeudi le tournoi qualificatif de l'UFOAB des moins de 20 ans édition 2024. GPP reportage. Tournoi qualificatif UFOAB U20 2024, le Togo, pays hôte, hérite du groupe A avec le Niger, le Ghana et le Bénin. Le suspense est levé depuis septembre dernier à Abidjan à l'issue du tirage au sort du tournoi qualificatif de la zone UFOAB pour la Coupe d'Afrique des Nations U20 2025. En tant que pays hôte, le Togo sera la principale attraction du groupe A où il affrontera le Niger, le Ghana et le Bénin. Un défi à domicile pour les éperviers juniors qui bénéficieront de l'avantage de jouer à domicile. La ville de Lomé accueillera cette compétition du 17 au 31 octobre 2024, une opportunité pour le Togo de briller devant son public et de se qualifier pour la phase finale de la CAN U20. Logé dans un groupe à 4 équipes, le Togo devra batailler ferme face à des adversaires comme le Ghana, le Niger et le Bénin. L'objectif est clair, décrocher une place en demi-finale, puis viser la finale pour valider un ticket direct pour la phase finale de la CAN U20. Dans le groupe B, par ailleurs, d'autres cadors du football ouest-africain s'affronteront. Le Nigeria, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Avec seulement 2 places en jeu pour la finale, la compétition s'annonce intense. Chaque équipe cherchant à décrocher l'un des 2 billets pour la CAN U20 2025. Les jeunes éperviers auront à cœur de se transcender pour écrire leur propre page de gloire. Jouer devant les supporters leur donnera un atout supplémentaire, mais il faudra afficher une grande solidarité et efficacité pour se défaire des concurrents comme le Ghana, le Bénin ou encore le Niger. Restons toujours avec GPP pour parler à présent du don de bateaux à la Fédération togolaise d'aviron. GPP, on vous retrouve. Don de 14 bateaux à la Fédération togolaise d'aviron. Le parc de bateaux de la Fédération togolaise d'aviron vient de s'agrandir. Et pour cause, l'instance fêtière de cette discipline nautique a bénéficié d'un don de 14 bateaux flambant neufs et leurs accessoires offerts par la Fédération mondiale d'aviron World Rowing. La cérémonie officielle de remise de ce don a eu lieu le samedi 5 octobre 2024 à Pessi, au bord du lac Togo, sous la houlette de Monsieur Luniwa Lemou, attaché de cabinet représentant le ministre des Sports et des Loisirs, Dr Lydie Bessikama. Composé de 14 bateaux et leurs accessoires, dont 4 bateaux de mer, 2 bateaux classiques doubles et 8 bateaux classiques individuels, ce don vient non seulement décupler les capacités d'entraînement et de compétition des athlètes togolais, mais aussi renforcer le patrimoine déjà existant. Cet important don fait suite à la double qualification directe du Togo en aviron pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, Claire à Yvon, et de Paris 2024 à Coco, comme envie, qui ont révélé aux yeux du monde le potentiel des athlètes de l'aviron au Togo. Ces bateaux permettront aux athlètes togolais de s'aguerrir, de performer et de maintenir allumée la flamme des espoirs du Togo en tant que grande nation de l'aviron africain. Le président de la Fédération togolaise d'aviron, M. Anani Messan, a exprimé sa joie et ses remerciements à la World Rowing pour cet important lot offert. Il n'a pas manqué non plus d'exprimer toute sa reconnaissance à Madame le ministre des Sports et des Loisirs, Dr
sénateur Lydie Bessikama pour avoir pris en charge sur le budget du ministère le transport des bateaux depuis la Chine jusqu'au port autonome de Lomé d'une part et pour son précieux accompagnement dans la prise en charge des frais douaniers et autres formalités douanières. Pour le représentant du ministre en charge des sports, ce dont va contribuer considérablement au renouvellement du parc d'aviron existant, à la vulgarisation de cette discipline et surtout à l'éclosion de nouveaux talents, à même de porter haut le flambeau de l'aviron togolais conformément à la vision du président de la République, son Excellence Fort et Sanzimna Yassimbe. La cérémonie a pris fin avec une séance de démonstration de la pratique de l'aviron. Allez, tous en maillot à présent. Pour un saut dans le bassin du 7 au 9 octobre dernier, Accra, la capitale ghanéenne, a abrité les championnats d'Afrique de natation junior, senior et masters de la zone 2. Les précisions, c'est toujours avec GPP. Gilles Chrisaïté. Championnat d'Afrique zone 2 de natation, le Togo en bronze. Parmi les performances, Amegashi Komlan Edou, nageur togolais qui a su se distinguer en gagnant 3 médailles de bronze dans la catégorie master, épreuve de 50 mètres brasse, 50 mètres dos et 50 mètres nage libre. La compétition s'est déroulée du 7 au 9 octobre 2024 au niveau du complexe sportif de Bortema à Accra au Ghana, qui a connu le théâtre du championnat d'Afrique zone 2 de natation. Un rassemblement qui a vu la participation d'athlètes provenant de plusieurs nations de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, tels que le Bénin, le Togo et le Sénégal. Pour la première fois, cette édition intégrait des compétitions pour nageurs seniors, juniors et masters. Et au nombre des performances, Amegashi Komlan Edou, un nageur togolais, a su se distinguer en gagnant 3 médailles de bronze dans la catégorie master, épreuve de 50 mètres brasse, 50 mètres dos et 50 mètres nage libre. D'autres nageurs togolais ont également réalisé des prouesses, se hissant parmi les 10 premiers dans plusieurs disciplines, notamment le 50 mètres et le 100 mètres nage libre. Amegashi Komi Epifan a frôlé le podium en se classant 4e au 1500 mètres nage libre, tandis que Sama Seria Johanna Melita a illuminé sa première compétition par d'excellents résultats. Sous la direction du président Essonana Daou et de la Fédération togolaise de natation, FETONAS, ces résultats de nature à encourager laissent entrevoir un avenir radieux pour la natation au Togo. Pour ce qui est du bilan des autres nations, le Bénin a émergé avec un total de 32 médailles, 10 en or, tandis que le Sénégal rentre avec 13 médailles, dont 9 en or, et la Côte d'Ivoire. Et voilà, donc, Monsieur Gaël Gadebekou, vous êtes allé à ce rendez-vous-là, vos impressions? Oui, toujours le championnat d'Afrique zone 2, nous prenons part. Et il y a un an de cela, nous avons pris part aussi avec nos athlètes. Et donc, du coup, ce sont des athlètes locaux qui s'entraînent activement et qui font la pluie et le beau temps dans nos championnats. Et donc, c'est une aubaine et une opportunité pour eux aussi de donner une chance de goûter à l'international. Et donc, du coup, voilà, il y a certains qui ne se sont jamais déplacés pour goûter la natation de haut niveau. Et donc, c'est dans ce sens qu'on fait un effort actif pour les faire déplacer et pour qu'ils connaissent aussi le goût de l'international. Oui, quand on voit le Bénin avec ce nombre de médailles gagnées, quand on voit le Ghana, quand on voit le Sénégal, les autres nations et vous, 3 seulement, 3 breloques seulement, mais ça laisse à désirer. Oui, nous avons pris part à cette compétition avec 8 athlètes. Et donc, c'est vrai qu'en termes de médailles, de récompenses et tout, le Bénin, les autres nations sont largement devant de nous. Et donc, ça s'explique parce que, en fait, ces nations viennent avec leurs internationaux. Et pourquoi pas vous? Oui, bon... Vous avez des internationaux. Le Togo a des internationaux. On en connaît. Pourquoi vous ne les faites pas descendre pour défendre les couleurs nationales? Oui, c'est un peu plus complexe que ça parce que, en fait, le championnat d'Afrique zone 2, nous avons nos internationales qui sont à l'étranger, c'est vrai. Mais en fait, ça a un coût parce que, disons la vérité, notre fédération de natation se débat tant bien que mal
pour prendre part à ces grands rendez-vous. Et donc, c'est pas toujours évident. Et donc, on fait avec ce qu'on a. Parce qu'en fait, comme je le disais tantôt, nous avons amené nos locaux, ceux qui émergent d'ici. Et en fait, c'est une opportunité pour eux de découvrir le haut niveau. Et donc, on se réserve de faire participer nos internationaux de grandes compétitions. Et donc, en fait, ça engendre vraiment des coûts. Et que... Mais le sport, c'est beaucoup d'argent. Oui, le sport, c'est beaucoup d'argent. Oui. Pour ça, on se défend tant bien que mal avec tout ce qui... Vous n'avez pas de sponsors, des mécènes? Vous ne faites pas la politique là? Oui, on en fait, mais c'est pas aussi ça. Donc, notre président, Dieu sait comment il se défend. Voilà, ah non, moi je ne suis pas d'accord quand vous dites que Dieu seul sait comment il se défend. Quand on est président de fédération, quand on est fédération, on doit se battre. On ne doit pas se défendre, mon cher. Le problème est ailleurs. C'est que c'est le football qui subjugue tout. Qui prend tout. Je rejoins mon frère. C'est que si on dit demain on a trouvé un binational togolais dans un centre de formation de football, ben on va le faire venir ici en première classe pour intégrer l'équipe nationale. Ce n'est pas le cas pour les nageurs. Oui. C'est ça le problème, c'est que le football prend tout. Tout le budget du ministère, c'est le football qui prend. Dans tous les pays, ça ne devrait pas être comme ça. Mais malheureusement, la popularité et la passion du football font que la priorité est donnée au football. Dans tous les pays. Demandez aujourd'hui ce que nos États mettent dans les équipes nationales, dans le football. Au même moment, les autres disciplines sont à la traîne. Même si elles font rentrer, elles font des résultats plus que le football, elles renvoient des médailles plus que le football, mais c'est toujours le football. Dans tous les ministères des pays africains, là je parle sous réserve, les autres disciplines sont à la remorque du football. Oui. La première dépense du ministère, c'est le football. Et là d'ailleurs, quand ça manque, même la présidence est prête à prendre dans son budget de souveraineté pour pallier l'insuffisance afin que les joueurs soient là. C'est sûr. Oui, avec la différence qu'au Bénin, eh bien, il y a eu un changement, hein, il y a une volonté politique affichée. Les fédérations reçoivent conséquemment des subventions. Il y en a qui reçoivent même 100 millions au Bénin aujourd'hui, franchement. Parce que nous, par exemple, en Guinée, ces dernières années, l'handball a produit les meilleurs résultats. Voilà. Le handball, avec le général Maman Paye Camara, président de la fédération, on est dans toutes les disciplines, dans toutes les catégories de handball. Même la natation, ça marche et tout. Mais on passe, même la presse, ça me préoccupe peu. Ça me préoccupe peu. Je me dis, s'il y a, par exemple, le match du Sili national à Abidjan, si c'était le Sili national handball, les journalistes, le nombre de journalistes présents à Abidjan, c'est peut-être à peine si un journaliste est revenu. C'est un problème qu'il faut corriger, mais c'est dans la mentalité, c'est difficile, c'est souverain parce qu'on estime que le football... Il faut que le ministère se penche sur ça. Les autres font rentrer des résultats plus que le football. Mais pour tout le monde, le bilan du ministère des Sports, c'est sur le terrain de football. Si ça ne marche pas là-bas, on estime qu'il n'est pas un bon ministre. Même si les autres disciplines ne marchent pas. Si le football, l'équipe est qualifiée pour la CAN et tout, c'est fini. Non, c'est un bon ministre. On se base sur les qualifications, alors qu'on ne pense pas à la formation, on ne pense pas au centre les académies, on ne pense pas aux autres. On ne pense pas, on n'a souvent pas de politique. Voilà. On n'a souvent pas de vision à court, moyen, à long terme. D'où je vous rejoins sur votre développement tout à l'heure, FSP, qui disait qu'il faille se battre. Quand vous êtes à la tête d'une fédération, vous avez quand même des personnes qui croient en vous, qui vous ont confié quand même les rênes de cette fédération-là. Il faille vous battre, mais en même temps, je le rejoins parce qu'il reconnaît l'état actuel de la natation au niveau du Togo. Parce que ceux qui restent au Togo, au Bénin et les pays qui sont à la côte là, ce qui leur reste, c'est la natation.
ils peuvent gagner des médailles aux Jeux Olympiques. Parce qu'il y a l'eau. Au moins là, on peut quand même. Il y a même la nage libre. Il y a même la nage libre. Absolument. Donc, si vous me... franchement, Moi, je suis, par exemple, amené à demander à notre invité comment se fait la sélection des nageurs au Togo. Est-ce que vous n'allez pas, comme il a dit tout à l'heure, vous n'allez pas puiser au niveau de ces terreaux-là naturels, d'accord, de ces viviers naturels, notamment nos amis au niveau de la côte qui tout le temps font de la nage pour aller pêcher du poisson. Est-ce que vous avez maintenant la technique, ou peut-être qu'ils ont des prédispositions naturelles que vous pouvez améliorer pour en faire d'eux des champions? C'est vrai. Parce que toutes nos côtes sont bondées. Vous allez en Éthiopie, vous allez du côté de les Éthiopiens, les Kenyans, ils sont toujours premiers en athlétisme, parce que vous savez, ils sont en hauteur, vous l'avez dit. Nous ici on a l'eau. L'athlétisme, Nous qui sommes nous devons essilés. Donc au moins ça là. c'est des poissons naturels. C'est des poissons naturels. C'est la vérité. C'est vrai, c'est tout à fait vrai, parce que c'est d'ailleurs la première infrastructure naturelle. C'est là, on peut l'utiliser. Maintenant, ils ont commencé, ils ont été victimes, comme l'a dit le douanier, de la politique du football. Laissons tomber. C'est comme ça dans toute l'Afrique. C'est ça qu'il l'a dit. Parce que la natation aujourd'hui, revenue donc des Jeux de la zone 3 avec 3 médailles d'argent. Zone 2. Zone 2, voilà. Avec 3 médailles d'argent. Et quelle médaille d'argent? Et quelle médaille? Master, ça veut dire quoi? Master, c'est les âgés, quoi. C'est-à-dire, pas tellement vétérans, mais il y a vétérans dedans également, partie de 25, etc. Mais au niveau même des juniors, des seniors, vous n'avez gagné aucune médaille. Ça, nous serons sévères avec la fédération togolaise de natation. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Quel est le budget du ministère? Je pense quand même que le DTN, je veux me faire techniquement son non, il est honnête. Son avocat, il a beaucoup d'humilité. Ouais, il est honnête. Justement, quel est votre budget? Alors, tout d'abord, je vous accorde du crédit à vous tous pour tout ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est pas du tout facile parce que, en fait, prendre part à ces genres de participation, des fois même notre administration, pour ne pas dire le président, est obligé de puiser de sa propre poche. Je sais de quoi je parle parce que je suis tout le temps au quotidien avec lui. Et donc, vous avez parlé du Bénin où il y a du financement et tout courant. Là, il y a du financement. Au moins, on reconnaîtra demain que le président de la République, Patrice Talon, lorsqu'il était aux affaires, c'est grâce à lui que depuis la gestion du pays à la souveraineté nationale et internationale, eh ben, on a monté les subventions jusqu'à 100 millions. Et plus, aux fédérations, mais au club de football, aux fédérations. Même si certains présidents de fédérations en font ce qu'ils veulent, on en vient. Certains présidents de certaines disciplines sportives, ce n'est pas le cas avec le Togo. Vous travaillez, n'est-ce pas, à envoyer cette discipline sportive-là sur un piédestal. Je pense, tout humblement, qu'il faudra vous encourager parce que c'est difficile. Même avec le minimum que vous avez, c'est compliqué, c'est difficile. Et vous êtes obligé donc de produire des résultats. Ouais, parce qu'il faut reconnaître aussi que le tissu économique est faible. Ah oui, c'est pour trouver des sponsors et tout, il faut tenir compte de la viabilité du tissu économique, ce qui n'est pas évident dans nos pays. Et même certains ne trouvent pas utile de faire du sport un canal d'échange et de services par rapport justement, par exemple, ils mettent l'argent et vous, justement, ils vendent leurs produits à travers vos manifestations. Ce n'est pas beaucoup d'hommes d'affaires qui le perçoivent comme ça. Il y en a, le football, le sport, ce n'est pas leur préoccupation. Donc, ils mettent un sou. C'est vraiment le cadet de leur souci. Nous, on va se faire peut-être votre porte-voix en appeler quand même au pragmatisme légendaire, au grand cœur de Dr Lydie Bessikama. Que nous avons très bien à One TV. C'est une grande dame. Qui fait un travail formidable. Madame le ministre des Sports du Togo. Une dame. Une grande dame. Avec un pragmatisme réel. Elle est militaire en plus. Un leadership. Médecin, c'est ça? Oui. Médecin de sport en plus. Absolument. Okay. Donc, pour qu'elle puisse pencher un regard favorable vers
nos amis de la natation pour que le tir et puis un plaidoyer également à l'adresse du chef de l'État pour qu'on puisse construire une grande piscine olympique pour le Togo. Vous en avez besoin. Il le faut. Suivi à partir des villages. Voilà. Mais, oui, pourquoi pas? Parce que moi, je garde une image. La dernière fois que je suis venu au Bénin, donc je crois au Togo, je venais au Bénin ou vice-versa, je suis arrivé au niveau d'une rivière, il était 16h, 17h, j'ai vu une fille qui détachait sa pirogue et puis qui rentrait à la maison. Voilà. Village sur pilotis. Donc vous avez donc, si vous voulez, des ressources humaines et naturelles. Les deux peuvent être en adéquation, de manière à ce que déjà vous ayez un vivier au niveau même des villages lacustres. C'est ça. Et maintenant, préparer la formation, le suivi, sans qu'il n'y ait de fracture au niveau des paliers intermédiaires. Parce que quand vous faites la détection, vous avez les produits. À un moment donné, s'il n'y a pas une progression en fonction des paliers, il y a une retombée, il y a une rechute, la personne est obligée d'abandonner. C'est ça le problème. Donc il faut une politique rationnelle de suivi. Je crois que le Bénin et le Togo, sincèrement, aucun pays ne doit les battre. En principe, en natation. Parce que l'environnement naturel est vraiment en votre faveur. En aviron aussi. Même en aviron. Voilà. Et le Togo l'a compris. Sur ce plan-là, le Togo l'a compris. Le Togo qui a déjà gagné une médaille olympique contre l'Afrique de l'Ouest. Eh bien, le Togo a gagné une médaille olympique en aviron, je crois. Oui, en aviron. C'est bien ça. Donc, on a reçu il y a quelques semaines le champion ici. Donc, je crois que vous êtes en avance. Et vous pouvez toujours aller plus loin. Voilà. D'un côté, il faut faire une prospection à l'étranger. Il y a beaucoup de jeunes Africains qui sont de bons sportifs et qui attendent d'être appelés. Voilà. Il faut faire une identification à travers les parents et pour savoir tel fait telle discipline, telle discipline. Si vous les appelez, ils porteront le drapeau. C'est clair. Il y en a dans toutes les disciplines. Il est humble. Et en plus, nous nous adressons à la meilleure personne. Oui, c'est le technicien. Mais le technicien sans moyen, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est ça le grand problème également. Voilà. Franchement, nous sommes de cœur avec vous. Mais il va falloir changer de paradigme. Voilà. S'il arrive aujourd'hui au ministère ou à la présidence, avec l'entraîneur ou le joueur vedette de l'équipe nationale de football, celui-là sera reçu avant lui. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Et dans certains pays, ça change déjà. Ce qu'il y a, c'est que, bon, c'est vrai, il y a des sports collectifs comme le football. Nous, c'est des sports individuels. Il n'y a pas que la natation qui est dans ce cas. Mais en fait, moi aujourd'hui, comme je vous le dis, ces participations à ces championnats, ça ne se faisait pas avant. Enfin, jusqu'à ce que le président actuel, M. Daou, soit là. Et donc, moi aujourd'hui, je le jette des fleurs parce que déjà à son arrivée, les compétitions internationales on a pris part à un certain nombre. Parce que déjà, si je compte très bien, on a pris part à 5-6 compétitions internationales. Voilà, sans compter les Jeux olympiques. Et donc, il fait tout pour que ces championnats de zone 2, voilà, nos locaux ici, Gros cela, parce qu'en fait, pour faire demain un champion, il faut être dans la compétitivité. Voilà. Il faut avoir des challenges. Voilà. Alors que si les nôtres sont tout le temps enlomés, ils ne sortent pas, ils ne challengent pas d'autres nations, voilà, ils ne pourront pas s'épanouir et puis voilà, et puis il n'y aura pas de repères, de performances, de repères, de défis personnels et tout. Et donc voilà, c'est compliqué du point de vue budgétaire, mais voilà, on espère un meilleur lendemain et puis voilà, on exhorte aussi d'autres partenaires à nous accompagner, à nous soutenir. Et donc dans cet élan en fait. Quoi. De toute façon, la volonté y est. Et nous sommes de cœur avec vous. N'hésitez pas. Hein? Pas de souci. Alors, que dire à présent? Eh bien, des pays qui n'ont pas d'infrastructures, alors, dont les infrastructures sont déclarées, comment vais-je le dire, ne sont pas reconnues, ne sont pas aux normes de la FIFA. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces pays-là?
commence par... Je pense qu'il ne peut pas y avoir deux langages ici. Personne ne saurait saluer le fait que des stades qui étaient éligibles hier, aujourd'hui ne le soient plus, compte tenu, je pense, de la mauvaise foi. Parce que, quand on prend le cas du Bénin, du stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou, c'est qu'en amont, la CAF, la FIFA, ont envoyé des notes au Bénin pour leur notifier les points dans lesquels on les juge inéligibles ou dans lesquels on va les juger non éligibles par la suite. Suite au décès de certains supporters au cours d'un match. Et même des retours. C'est le Bénin-Sénégal. On n'a même pas les résultats jusqu'à... C'est rangé aux oubliettes. On en a fait table rase alors qu'il y a eu mort d'homme. Bref. Même des formations ont disputé des rencontres là, qui ont fait des retours par rapport même aux carreaux de douche qui étaient glissants. Des détails. Alors que le gouvernement a mis beaucoup de milliards pour la réfection, la rénovation du stade, et les autres pays venaient même la Côte d'Ivoire a joué tout ça match. A joué des rencontres au niveau du stade de l'amitié général Mathieu Kérékou. Et quelques temps après, déjà la pelouse qui est devenue d'un niveau totalement exécrable, les sièges qui ont donné des démangeaisons, d'accord, aux spectateurs, aux supporters qui sont allés au stade, sans compter les différents points concernant les différentes cabines et autres points soulignés par les rapports mentionnés. Je pense qu'il y a eu des alertes sur plusieurs fois. Et des gens, véritablement, que ce soit au niveau de la Fédération béninoise de football, où ils ont fait accuser de réception, au niveau du ministère des Sports, au niveau de la gestion des stades, je pense qu'il y a une complicité coupable, une complicité partagée, d'accord, dans ce dossier-là qui est plus privé, comme le disait tout à l'heure le doyen, des milliers de Béninois, des milliers d'Africains, de l'envie de vivre, parce qu'une rencontre de la sélection nationale à domicile, c'est avant tout un moment de fête, un moment de célébration dont on prive. Un moment de communion. Absolument. Merci de me prêter le mot. Moi, je vais rester honnête. Merci de me prêter mes fautes sur le coup. Et donc, ce n'est pas toujours. De priver tout un peuple de ce moment de communion, il a sorti le mot juste, avec sa sélection nationale. Je pense que c'est criminel, parce que certaines personnes ne se rendent pas compte de la gêne que connaissent certains supporters, certains spectateurs, de ne pas aller au stade et vivre ces mots. Vous vous rendez compte, même s'il y a défaite, vous vous rendez compte à joie que certains supporters, on a vu les images qui ont véhiculé Togolais qui sont allés au stade, certains ont dit supporters Mazo, malgré tout, mais quand même ils y vont parce que c'est leur héritage, c'est leur sélection, on parle du drapeau national. Eh bien, quand on le dit, c'est à croire qu'on nous traite de sorte de vendetta ou d'acharnement contre X ou Y, mais il faut qu'on dise la vérité à ces personnes. Je vais laisser le doyen employer les mots justes. Avant le doyen. Parce qu'il y a les mots, je trouve, les plus acerbes, les plus pointus pour qualifier cela. Je ne veux pas le devancer. Je vais le laisser du haut de sa tribune, de son expérience, dire véritablement ce qu'il en ressort, trouver les mots justes pour piquer dans leur ego déjà les dirigeants de nos nations et venir aux responsables du football dans nos pays qui parfois on se demande s'ils ont véritablement un amour pour le cuiron ou ils sont juste, ou s'ils sont juste là parfois pour contenter leurs beaux yeux ou ceux de leurs amis. Parce que si on calcule tout l'argent, hein, le déplacement des supporters, par exemple, calculer tout l'argent d'hôtel, le déplacement, la popote, etc., etc. On peut même prendre une partie pour réflexionner déjà une partie de ce qu'on nous reproche. Je pense que c'est scandaleux, hein. C'est vraiment scandaleux. Pour ma part, parce que... Et c'est pas le Bénin seul, hein? Non, je parle de tous les... Mais le Togo, bravo à la Fédération togolaise de football, bravo à l'État togolais. Le Sénégal, voyez, et c'est la Mauritanie. Merci, doyen. La Mauritanie qui, hier, n'était pas du tout considérée comme une nation où on peut pratiquer du football. Le doyen ira forcément en détail. Parce que, écoutez,
près de 14 milliards. La La Guinée-Bissau, pour en citer un exemple. Près de 14 milliards pour la réfection du stade. On prend pour exemple ce stade de Mathieu Kérékou, où a été disputée la finale d'une coupe continentale, s'il vous plaît. Absolument. Mais ça, aujourd'hui, ce stade-là se retrouve déclassé. Je pense que... Combien de temps après sa réflexion? À peine 2 ans. À peine 2 ans. Je pense que la CAF même qui a opté pour cette, je dirais, cette option de délocaliser les matchs, on doit pouvoir censurer cela pour, n'est-ce pas, infliger cette peine-là à ces dirigeants qui sont censés, n'est-ce pas, construire des infrastructures sur lesquelles doivent évoluer les sélections nationales. Mais c'est l'État qui construit les infrastructures. C'est de ça que je parle. Oui, et l'État a réfectionné. Nous sommes témoins. Absolument. À rénover, nous sommes témoins. À quel niveau ça a cloché? Situer les responsabilités. Ce n'est pas de l'ordre de Non, s'il vous plaît. Donc c'est de ça qu'il s'agit. On doit pouvoir les censurer. C'est-à-dire ne plus délocaliser les matchs pour montrer, n'est-ce pas, à ces responsables-là que la plaie est profonde. Qui joue les matchs à domicile comme à l'extérieur sur le stade de l'adversaire. On va voir s'ils vont se permettre le toupet encore de prendre du plaisir, de voyager allègrement. C'est suffisamment grave. Voilà. On dirait même que certains sont contents que ça se passe comme ça, parce que ça les arrange. Ils vont peut-être voyager, ils vont peut-être... ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Alors, Diallo Amadou Dioulde. Bon. Le problème est sérieux. Hein? Problème sérieux parce que vous êtes concerné, la Guinée est concernée. Je suis malheureux pour mon pays. Vous êtes allé même jouer au Maroc. Il a fallu que le peuple se lève pour dire non, vous dépassez trop la loi. Je suis malheureux pour mon pays. Ouais. Parce que je commencerai par saluer le président Alassane Ouattara. Vous voyez, en 1946, c'est le président Félix Houphouët-Boigny qui a créé le RDA, le Rassemblement démocratique africain. Le congrès s'est tenu à Bamako. Il y a eu les sections du RDA. Et ce sont ces sections qui ont conduit la plupart des pays africains à l'indépendance. Le PDCI-RDA, le PDG RDA en Guinée avec le président Ahmed Sékou Touré. Et tous, au congrès de Bamako, Djibo Bakary, le Nigérian, Ouezen Koulibaly, Mamadou Konaté, Modibo Keïta et tout, et Sékou Touré lui-même et tout, ben, c'était encore un Ivoirien, le président Félix Houphouët-Boigny, qui a eu la vision. Et après, c'est un de ses illustres héritiers, qui est le président Alassane Ouattara, qui fait aujourd'hui la Côte d'Ivoire à 6 stades homologués. Et qui appelle l'Afrique, venez jouer chez nous. Et c'est déjà la première économie de l'Afrique de l'Ouest, qui accueille des millions Guinéens, Burkinabés, Maliens, ainsi de suite. Donc, après avoir été le levier politique ouest-africain, voilà que la Côte d'Ivoire devient le terreau, si vous voulez, la maison footballistique de l'Afrique de l'Ouest. Et même plus loin, vous voyez les Comores par exemple qui disent non, une île de l'océan Indien où vous n'avez jamais... Le BD par exemple est plus proche du Togo que d'Abidjan. Pourquoi ne pas prendre un bus et venir jouer au Togo? Regardez les frais quoi. Moi je vois... Les Comores qui vous disent on vient jouer à Abidjan contre la Tunisie. Les Comores quittent l'océan Indien, on vient jouer à Abidjan contre la Tunisie. Donc aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire sous le magistère du président Alassane Ouattara qui accueille encore toute l'Afrique. Pendant ce temps, moi je parle de mon pays, je ne sais pas où est la Guinée. Dans cette Afrique-là, de ce qu'on parle, c'est mon pays qui fut le premier à accéder à l'indépendance dans des colonies françaises, le 2 octobre 1958, en disant non au référendum du général Charles de Gaulle le 25 août 1958. Aujourd'hui, ce pays-là est obligé de venir mendier un stade où jouer. Après, on parle de souveraineté. Quelle souveraineté?
Mais l'équipe nationale, c'est une souveraineté, puisqu'on exécute l'hymne national pour elle. Toujours. Les équipes nationales, on exécute l'hymne national, ce qu'on ne fait que pour le président de la République. À partir du moment où cela se passe, l'équipe nationale devient un attribut de souveraineté. Vous l'ignorez. Vous sortez de l'argent pour un stade, la Guinée entière, un stade non homologué. Nous avons le stade du 28 septembre, mais on a le stade du général Lansana Conté, 50 019 places, donc de la coopération chinoise. Depuis 2008, on est incapable de faire les toilettes publiques, la clôture et le parking. Aujourd'hui, la pelouse est devenue un champ de patates. Et mieux, on prend le stade qui est du patrimoine bâti public, on baille à un homme d'affaires pour 33 ans. Où vous avez vu ça? C'est scandaleux. Le stade, on le baille à un particulier, un homme d'affaires pour 33 ans. Incroyable. Ça ne met personne dans mon pays. Et aujourd'hui, nous sommes obligés, on jouait au Maroc. Après, maintenant, on joue en Côte d'Ivoire. On vient mendier. Parce qu'il faut dire la vérité. Tu ne peux pas dire que tu es souverain quand tu ne peux pas assurer le minimum de ta souveraineté. Donc, on vient mendier chez les autres. Et ça ne dit rien à personne. Vous avez entendu qu'un député béninois, ou un député guinéen, ou un député tel, à l'Assemblée nationale a levé le petit doigt pour dire non, non, nous dénonçons le fait que le terrain n'est pas homologué, l'équipe ne joue pas ici. Mais si la nuit, même à 3 h du matin, le président de la République appelle pour dire non, je veux quelle loi passe à l'Assemblée, c'est à 6 h du matin que le président de l'Assemblée nationale va passer un communiqué pour dire il y a une session extraordinaire de l'Assemblée nationale, parce qu'il y a prime de session. Mais personne n'évoque ce sujet. Est-ce qu'on a coupé les dépenses de souveraineté de la présidente de la République, de la primature, du Parlement et tout, pour dire non, maintenant là, il faut qu'on ait un stade homologué? Non. Est-ce que pendant ce temps, les tickets d'essence pour les voitures des membres du gouvernement, des entreprises publiques et parapubliques, tous leurs privilèges et honneurs de fonction, on n'a jamais coupé? Pendant ce temps, le même État dépense des milliards. Je me suis amusé à Pullman l'autre jour. La nuitée coûte 250 000 francs CFA. La nuitée. Imaginez, maintenant, ça c'est chambre simple, 250 000 francs CFA. Imaginez donc 250 000 fois combien? Déjà, la délégation, je crois, 30 personnes, calculées. Et ça, les responsables, ils vont être dans des suites. La suite, c'est 295 000 francs CFA. La nuitée. La nuitée. Sans compter le manger, sans compter le bus qu'on loue, sans compter les voitures qu'on loue. Chaque responsable veut être dans sa voiture. Et tout. Tout ça ne dit rien à l'État. Tout ça, ça sort des poches de l'État. Pourquoi le même État ne peut pas rénover le stade du général Lansana Conté afin qu'on reçoive les matchs chez nous? Et on ne tient pas compte de la communauté. J'ai vu les Béninois au stade, en grand nombre. Le déplacement de tout ceci. Certains ont abandonné leur travail, jour ouvrable, pour venir supporter les guépards du Bénin. Leur énergie et tout ce qu'ils ont perdu en termes de profit pour être venus au stade, on ne comptabilise pas ça. C'est la même chose pour la communauté guinéenne quand on joue à Ebimpe. Tout ce monde qui vient, l'argent là-bas. Et après on dit souveraineté. Souveraineté, il n'y a pas de souveraineté quand on ne peut pas assurer un stade. Un État entier ne peut pas assurer un stade homologué. Si on parle de souveraineté, en ce moment, c'est une souveraineté de camisole de cabanon. Souveraineté de camisole de cabanon, parce que quand vous la portez, vous n'êtes pas libre de vos mouvements. Mais ce n'est pas une souveraineté telle qu'affirmée. Non, c'est un peu triste. Hein? C'est triste. C'est triste que nos États soient à ce niveau. La Guinée en tête. Je suis malheureux, écœuré pour mon pays, dont la fierté et la dignité se sont toujours distinguées en Afrique ici, et que nous soyons aujourd'hui incapables d'avoir un terrain homologué pour accueillir nos équipes. Et que cela n'émeuve personne dans mon pays. Comme si c'était dans la normalité. Peut-être qu'il y aura une prise de conscience.
ça fait au moins 3 ans, voire 4 ans que nous sommes dans cette situation. C'est pas bon. C'est pas bon. Et c'est des chaînes de dépenses qui partent des fois de la primature au budget ou de l'économie des finances. En tout cas, il y a des gens qui tirent profit de cette situation et qui ne veulent pas que ça s'arrête. Mais, je dis encore, je le disais ici, on dit toujours non, c'est l'entourage du président qui est mauvais. Non. Quand le président est bon, il se fait entourer de bonnes personnes. C'est tout, c'est pas l'entourage du président, c'est la volonté politique du président. Voilà. Vous avez vu le stade de Bimpé? Oui. Quand il y a eu le match amical, la pelouse trempée, c'était vraiment honteux. Ah oui. Les sanctions sont tombées, non? Rapidement. Les sanctions sont tombées. Les sanctions sont tombées. Les gens sont relevés de leur fonction. Y compris le Premier ministre. Ouais. Tombé. Et on a nommé un Premier ministre qui est en même temps Le ministre des Sports, Oui. jusqu'à la fin de la CAN. C'est ça. Mais les sanctions, on a sanctionné. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est la vitrine de notre sous-région. C'est une des vitrines de l'Afrique. Parce que si stade et les gens viennent là, donc vous laissez l'argent en Côte d'Ivoire, vous laissez tout en Côte d'Ivoire, vous venez réenrichir la Côte d'Ivoire et vous appauvrissez chez vous, même moralement et mentalement, parce que vos compatriotes ne sont pas en mesure d'aller vous supporter au stade. Et après, on veut des résultats. Si les joueurs perdent, moi, je ne leur en tiens pas rigueur. C'est ça. Ça, c'est sûr. Voilà. Allez, voici à présent arrêt sur image. Nous allons parler de Francis Ngannou, le Camerounais, qui s'apprête encore à monter sur le ring. Francis Ngannou, et il est pratiquant camerounais d'arts martiaux mixtes, et il va retrouver la cage plus de 2 ans et demi après son dernier combat de MMA, c'est-à-dire arts martiaux mixtes, remporté face au Français Cyril Gane. Francis Ngannou, qui est passé de l'UFC au PFL, va disputer prochainement son premier combat avec sa nouvelle organisation de MMA. Le prédateur, comme on le surnomme, est bien de retour dans la cage. Après 2 combats en boxe anglaise face à Tyson Fury et Anthony Joshua, eh bien Francis Ngannou redevient un combattant de MMA. Il sera en lice le 19 octobre prochain. Attention, 19 octobre prochain au PFL. Le Camerounais, 37 ans, affrontera le Brésilien Renan Ferreira, champion de la Professional Fighters League. Le combat se fera à Riyad, en Arabie Saoudite, plus de 2 ans et demi après son dernier combat de MMA, remporté face au Français Cyril Gane pour conserver son titre de champion des lourds de l'UFC. Nous lui souhaitons simplement bonne chance. Et voici, à présent, eh bien, nos correspondants, le condensé de l'actualité sportive dans quelques pays. On retrouve tout de suite Smaïlia Benkaïdia du côté de l'Algérie. Il est à Constantine plus précisément. Bonsoir mon cher. Bonsoir FSP et bonsoir à Diallo, votre invité. Pour l'équipe nationale, c'est avec beaucoup de plaisir que nous avons enregistré la qualification avant l'heure, 2 journées avant la fin des qualifications de l'équipe nationale à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Une belle performance, 4 victoires, 12 points, un net sans bavure, avec la double confrontation face au Togo, 5-1, même si au début c'était un peu difficile, puisque c'est le Togo qui a marqué en premier, les éperviers ont surpris les Fennecs au bout de 10 minutes de jeu. Ensuite, la machine s'est mise en branle, et Benrahma un doublé, et ses coéquipiers ont suivi jusqu'à Guiri, Awar et Amora. Donc il ne fallait pas plus pour écraser son adversaire. Et l'équipe nationale qui s'est envolée à Lomé
avec cette belle victoire et un moral d'acier. On s'attendait à un match difficile. L'équipe nationale a sorti son expérience pour battre encore une fois le Togo, mais cette fois-ci dans son fief à Lomé. Un penalty de Ben Sebaini marqué en première mi-temps aura suffi au poulain de Vladimir pour réussir cette belle performance de se qualifier avant l'heure. On va dire que l'équipe nationale se porte bien, c'est tant mieux, même si on a quelques données, parce que l'équipe est en pleine recomposition, elle se reconstruit, il y a de nouveaux joueurs, un nouvel entraîneur, donc c'est une équipe aussi avec 2 générations de footballeurs, une qui est en train de laisser le témoin à la seconde juvénile, plus jeune, et qui aspire à prendre le relais. Donc c'est dire que le contexte est un peu difficile, c'est pour ça qu'il y a eu quelques lacunes, notamment en défense, où l'équipe nationale doit travailler. La récupération aussi laisse à désirer, et c'est pour ça que Petkovic a dû essayer 2-3 joueurs. Ce qui est bien, c'est qu'il a, face au Togo, affiché 11 complètement différents, même avec une ossature, la même âme, mais une composante différente. Ça, c'est l'avantage, la profondeur du bombe de touche qui permet à Vladimir Petkovic d'être serein pour les 2 prochains matchs contre la Guinée équatoriale et le Libéria, déjà éliminés. Et donc, il n'y a plus rien à dire sur cette équipe qui est en train de survoler l'Afrique. On attend bien sûr le retour au firmament et peut-être que ça sera lors de la prochaine CAN. Je voulais juste, avant de terminer, parler un peu de cette, on va dire, surprenante équipe de l'Olympique Akbo, petite bourgade dans la wilaya de Bjeya, qui survole le championnat avec son record du monde, 5 accessions successives. Et aujourd'hui, après 4 journées, elle se retrouve à la tête du classement du championnat avec 1 point d'avance sur le champion en titre, le Mouloudia d'Alger. C'est dire que l'Olympique Akbo, c'est vraiment la belle performance, la belle surprise et l'inattendue équipe qui est en train de survoler le championnat. Mais attendant, il faut aussi qu'elle prenne l'expérience et mène le chemin jusqu'à la fin d'un long championnat qui ne fait que commencer. Allez, bonsoir FSP et à la semaine prochaine. Arrêt à présent au Cameroun avec Tessa Bax. Nous sommes à Yaoundé. Yaoundé, non, plutôt à Douala, où on la retrouve. Bonsoir. FSP, bonsoir, je suis Tessa Bag, j'espère que échauffement, ça chauffe de ce côté-là et que One TV, tous les téléspectateurs sont là, scotchés comme d'habitude et ils apprécient ce qu'on apporte comme actualité sportive. Je suis Tessa Bag, c'est depuis le Cameroun et on va commencer par Francis Ngannou, oui, qui va ce samedi 19 octobre se retrouver face à un très grand Brésilien, Renan Ferreira. El Predator va devoir se relancer dans le Battle of Giants, c'est comme ça qu'on appelle ce combat-là. Et il faut dire que beaucoup de téléspectateurs sont un peu en train de se poser des questions. Où est-ce qu'on va regarder le match? Vous le savez, ce sera du côté de Riyad, en Arabie Saoudite. Et on espère que le champion MMA va pouvoir reprendre de ses couleurs et nous démontrer qu'il reste le champion, celui que tout le monde adore, celui qui fait rêver de l'Afrique. On va dire que les Lions indomptables sont rentrés véritablement au bercail et c'était un bon moment parce que tout le monde a semblé tranquille. Oui, on a vu une équipe sereine qui a affronté le Kenya et on a vu des buts incroyables au match aller. Et on sait qu'au retour, c'était pas trop ça, mais on a apprécié que les gars aient gardé le rythme et que l'équipe puisse se construire, comme on le dit très souvent. Et il faudrait dire que le président Samuel Eto'o avec le ministre des Sports se sont assis à la même table et je pense que tout a été résolu de façon à ce qu'on puisse avoir ces beaux matchs que tout le monde a appréciés. Et il faut dire que Samuel Eto'o a décidé de lancer toujours cette assemblée générale ordinaire qui va se tenir le 16 novembre 2024 avec tous les participants prêts pour pouvoir comprendre comment est-ce qu'on va véritablement porter cette fédération et faire en sorte que les Lions, oui, que l'activité sportive puisse bénéficier à tous. Et vous le savez, récemment, c'était chaud parce qu'il fallait pousser les présidents de club à payer les joueurs. On a eu des sanctions, on a eu certains qui sont descendus en 2e division. C'était incroyable. Mais on va se dire que c'est sur la bonne lancée. Le changement, c'est aussi ça. Pour ce qui est de l'entraîneur Marc Brice de l'équipe nationale, on reste encore un peu dans le flou.
pas véritablement complètement parce qu'on s'attendait à une démission de sa part, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent. Il faut raconter à la base. Il faut savoir que Marc Brice, dans chacun des matchs, supposait qu'il devait avoir son assistant à ses côtés, l'assistant avec lequel il a signé son contrat, son assistant à lui. Et à ce moment, il en ressort que quand la liste des personnalités qui devaient être présentes dans les, voilà, près des joueurs et tout, il n'était pas cité. Premier tour, quand on a joué à Yaoundé, il était dans les gradins. On a dû le garder dans les gradins, ce que Marc Brice n'a pas apprécié. En conférence de presse, il a annoncé que si ça se reproduisait, il risquait de quitter. Lui, il va partir comme ça, comme ça. Ce qui s'est passé quand on a repris le match pour le match retour lundi, c'était la même chose, son assistant n'était pas là. Bon, on s'attendait à une démission, ça n'a pas été le cas. Mais il en ressort que dès le retour, Marc Brice a été reçu par Ferdinand Gongor, qui était représentant du chef de l'État au palais et tout dit à Yaoundé. Donc, on se dit que des solutions ont été trouvées à ce problème et que Marc Brice va rester véritablement le coach des Lions indomptables. Donc, on va dire que d'ici le 15 octobre, on a aussi fermé définitivement l'espace pour ceux qui voulaient habiller les équipementiers pour l'équipe nationale camerounaise, l'équipe de football camerounaise. Mais il faut aussi dire que c'est un peu compliqué parce qu'on ne sait pas qui véritablement va prendre les choses en main. Et on attend. Mais tout est clos, ça avait été repoussé, la date avait été repoussée. Mais on le sait, depuis le 15 octobre, c'est fermé, c'est clos. Maintenant, on va voir comment ça va se passer, quels sont les choix, comment est-ce qu'on va véritablement choisir celui qui va habiller l'équipe Fagnon et d'autres autour. Nous allons vous dire déjà dans l'athlétisme que M. Ahmad Kaba Malboum est président de la Confédération africaine, il est président du Comité national olympique sportif camerounais et désormais il est à la tête de la Confédération africaine des sports olympiques. Rien que ça, vous voyez, un homme quand il a du succès, ça continue de le porter. Et il faut rappeler que c'était en présence de M. Moustapha Beraf que cette élection s'est tenue du côté de Yaoundé pour cette élection assez particulière. Et là, on va dire que c'était pendant l'Assemblée générale de l'Association des comités nationaux olympiques africains. Voilà, c'était un peu ça que nous avons concocté pour vous par rapport à l'actualité du côté du Cameroun. Vous voyez, l'athlétisme, ça bouge. Je pense qu'on voit déjà M. Kalkakaba Malboum s'installer. On comprend qu'il y aura encore des mouvements dans ce secteur et que ça va habiller le football, habiller l'athlétisme. Donc, mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. J'espère que nous allons emmagasiner encore plus pour pouvoir vous garder scotché, informé, updated sur tout ce qui concerne le sport. Je suis Tessa depuis le Cameroun. Belle soirée à vous. Coup de cœur, coup de gueule, on commence par vous, GPP. Alors, mon coup de cœur, c'est à l'endroit d'échauffement. Ça fait plaisir de retrouver cette ambiance chaude. Ça fait plaisir de retrouver mon alter ego en face qui a tenté une fois encore de me mener la vie dure. Et c'est de bonne guerre. Ça fait plaisir justement de vous retrouver FSP pour ce grand moment et le lieu de vous remercier pour ce que vous faites de façon inlassable à l'endroit du sport de façon générale au niveau du continent. Et mon coup de gueule va s'adresser à cette pratique qui devient trop récurrente, celle selon laquelle on brandit des tentatives de viol de la part des sportifs et également de journalistes sportifs à l'endroit de jeunes dames qu'on va aiguillonner derrière pour ternir l'image de sportifs, ternir l'image de journalistes sportifs et d'autres personnalités. Je pense qu'à un moment, il faut que ça s'arrête. Ça jette de l'opprobre, ça jette du discrédit sur la personne de la femme, sur l'approche genre. Aujourd'hui, c'est Kylian Mbappé qui en fait les frais et il y a toute cette orchestration derrière, accompagnée par les médias français. Je pense qu'à un moment, il va falloir mettre le pied sur l'appareil stop et éviter royalement de pourrir l'existence de personnes simplement parce qu'elles vont dans un sens contraire de ce que l'on veut. Coup de cœur, coup de gueule, Théophile Aza. Mon coup de cœur, c'est à l'endroit du sélectionneur des Italons du Burkina Faso, Brahma Traoré. Brahma Traoré qui a pris la place de
Kalou, qui a conduit l'équipe à une étape de Coupe continentale. Je veux parler bien évidemment de la Coupe d'Afrique des Nations, et en qui personne ne croyait. C'est vrai, c'est un sélectionneur local qui a fait le job, contrairement à certains sélectionneurs qu'on a parachutés à la tête des sélections nationales, suivez mon regard, qui n'ont pas réussi. En revanche, eh bien, Brahma Traoré, il a travaillé dans la sérénité, il a écarté certains cadors, comme eh bien, le défenseur central qui évolue, son nom m'échappe, le capitaine d'ailleurs, qui, entre-temps, a été rappelé pour, n'est-ce pas, la cohésion du groupe. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, Brahma Traoré, bravo, félicitations, et continuez sur cette lancée. Mon coup de gueule, c'est à l'endroit des Black Stars du Ghana. Qu'est-ce qui se passe avec cette équipe? Avec les Brésiliens d'Afrique d'alors, qui, face au Niger, eh bien, ont été tenus en échec. Face également au Soudan, tenus en échec, 0-0 à domicile, et battus à l'aller. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Otto Addo n'est plus capable, n'est-ce pas, des prouesses à la tête donc des Black Stars du Ghana? Le Ghana, en 20 ans, 10 CAN, eh bien, se verra, eh bien, va regarder cette compétition à la télévision. Malheureusement, c'est ce qui arrive. Et nous disons, nous dénonçons cela. Il faut qu'on revoie, n'est-ce pas, les Black Stars, les choses au niveau des Black Stars du Ghana pour le rayonnement du football africain. Que le Black Stars du Ghana retrouve, n'est-ce pas, le blason. Coup de cœur, coup de gueule, c'est avec vous, Gaël. Alors, mon coup de cœur va à l'endroit des parents de nos athlètes. Et ces parents qui ne ménagent aucun effort pour que leurs enfants fassent de la natation au Togo. Et malgré leur emploi du temps scolaire et tout, parce que c'est pas du tout évident. Et voilà, il y a beaucoup de contraintes et tout. Et mon coup de cœur aussi va à l'endroit de ces athlètes qui aiment la natation et qui nagent pour d'abord leur propre plaisir et qui malgré tout se dépassent. Voilà. Mais mon coup de cœur aussi va à l'endroit du staff technique aussi qui ménage aucun effort. Et mon dernier coup de cœur va à l'endroit du président qui ménage aussi aucun effort pour que la natation vive. Parce que il y a beaucoup de choses qu'il fait et que voilà, peut-être on ne le reconnaît pas et tout, mais bon, moi je lui souhaite beaucoup de courage dans ce qu'il a commencé par entreprendre et donc voilà, et on peut que le jeter des fleurs. Alors mon coup de gueule, bon, je ne sais pas si c'est un coup de gueule, mais il faudrait qu'aujourd'hui nos autorités pensent beaucoup plus au sport individuel que nous sommes aussi, voilà, et notamment la natation que je représente aujourd'hui. Il est temps que le Togo se dote d'un complexe et d'un bassin olympique. Et donc, il faudrait qu'aujourd'hui, l'État mette beaucoup plus de moyens à notre niveau pour que nous évoluions. Nous avons la volonté. Nous avons la volonté, nous avons des visions, nous avons des perspectives. Mais aujourd'hui, sans moyens, on ne peut pas décoller. Et c'est une triste réalité parce que quand vous voyez même à ces petits championnats d'Afrique zone 2, où tout le monde vient avec ces internationaux, ils ont des objectifs clairs. Et voilà. Et donc, du coup, il faudrait qu'on commence par décoller et qu'on mette des moyens pour que les sports individuels, notamment la natation, puissent décoller. Merci. Coup de cœur, coup de gueule, avec Diolde Amadou Diallo. Oui, mon coup de cœur, c'est d'abord mon amitié et ma fraternité renouvelée à Félix Sounde Pépéripe, que j'ai connu dans le cadre de l'AIPS, oui. Dès le trésorier de notre bureau. Oui. Un homme chaleureux que, à tous les congrès où on s'est retrouvés, c'est lui qui a créé la détente. Dès qu'on dit Sounde Pépéripe, lui et moi d'ailleurs, on s'appelle chef de village. Donc c'est cette amitié renouvelée qui fait que je suis sur ce plateau aujourd'hui. Oui. Je souhaite la pérennité de cette amitié. Amen. Bon, maintenant mon coup de cœur, mon coup de gueule, oui. C'est à l'endroit de tous les chefs d'État africains dont les pays ne disposent pas d'un terrain homologué pour accueillir les matchs de leur équipe. Je trouve cela inadmissible.
à commencer par mon pays. La Guinée est un grand pays dans toute la dimension plurielle, mais particulièrement dans le domaine du football. Je souhaite sincèrement que demain, je dis bien demain vendredi, cette émission passe aujourd'hui, que j'apprenne à partir de Lomé que le général Mamadi Doumbouya, le chef de l'État guinéen, s'est rendu au stade de Nongo pour se transformer en chef de chantier et fixer un délai sans précédent. Un délai sans précédent afin que le stade de Nongo soit opérationnel, du général Lansana Conté de Nongo soit opérationnel. C'est mon vœu le plus ardent. Parce que la Guinée, c'est quelque chose quand même. Le premier triplé continental des clubs champions, c'est nous. Vainqueur de la Coupe d'Afrique des clubs, vainqueur de Coupe une année après en 78, c'est nous. Finaliste de la CAN 76 à Addis Abeba, c'est nous. Ballon d'or africain, troisième ballon d'or africain après Domingo et le Ghanéen, j'oublie le nom, c'est encore nous, Souleymane Chérif. Donc on est un pays de football. Nous avons produit aussi parmi les plus grands journalistes sportifs africains. Ah oui. Les Pathé Diallo, les Cheikh Fantamadi Kondé, les Gaussou Diaby, les Kabine Kouyaté. C'est incroyable que nous soyons là. Je souhaite donc demain, c'est une invite que je fais, que le général Mamadi Doumbouya se rende au stade général Lansana Conté pour dire je veux la rénovation. Et le délai, c'est ça. Travailler de jour comme de nuit, mais je veux que le stade soit opérationnel dans un délai raisonnable. Il n'y a pas autre chose en Afrique, c'est la volonté politique, vous l'avez dit tout à l'heure. Oui. Quand le président Patrice Talon a dit de doter les fédérations de budget de plus de 100 millions, ça a été fait. Oui. Donc il n'y a pas le pouvoir en Afrique, il est encore le pouvoir d'hier, c'est-à-dire le pouvoir du chef coutumier. Donc c'est la volonté politique, il n'y a rien d'autre. Si les stades sont ceux qu'ils sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est la volonté politique du président Alassane Ouattara. Je souhaite que mon président fasse la même chose et qu'en rentrant à Conakry, j'apprenne non, il s'est rendu au stade et il a dit le délai c'est ça, le stade je veux qu'il soit opérationnel dans tel délai. C'est cela. Sinon, on va continuer à aller jouer dehors, la Guinée, jouer dehors, encore pendant 4 ans, mon pays, je souhaite que cela soit corrigé le plus rapidement possible. Je vous remercie. Voilà, chers téléspectateurs, comme vous le constatez, c'est la fin de échauffement. On se dit simplement à jeudi prochain et salut chez vous. Chef de village. Merci beaucoup. Merci.